Alors, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Il me fait plaisir d'accueillir les représentants du réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels, qu'on connaît bien sûr sous le nom de CAVAC. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vous invite d'abord à vous présenter et à débuter votre présentation d'une durée maximale de 10 minutes. Merci beaucoup d'être encore avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Je vais laisser Mme Charest. Oui, bonjour. Mais merci de nous accueillir aujourd'hui et de nous permettre, en fait, de venir vous parler de certaines préoccupations et certains éléments qu'on constate. Mon nom est Jenny Charest, je suis la directrice générale du CAVAC de Montréal et je suis accompagnée de Karine McDonald, qui est criminologue et coordonnatrice et responsable des communications au réseau des CAVAC. Merci. Alors, vous pouvez débuter votre présentation, s'il vous plaît. Parfait, merci. Donc, on tient premièrement à remercier la Commission de nous recevoir aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de se faire entendre sur le projet de loi 54 en vue de réduire les délais en matière criminelle et pénale. Donc, ce projet de loi qui découle de la table Justice Québec sur laquelle nous siégeons. Nous sommes vraiment enchantés de siéger sur cette table-là et il nous fait plaisir d'approfondir aujourd'hui nos préoccupations avec vous. Nous avons déposé un court mémoire en raison du délai alloué, mais on jugeait vraiment important de partager avec vous nos préoccupations et de souligner notre appui aux principes véhiculés par ce nouveau projet de loi. Donc, nous vous remercions de cette opportunité d'échanger avec les membres de la commission. Pour les personnes qui connaîtraient peut-être moins le CAVAC, le réseau des CAVAC a pour orientation de promouvoir les besoins des personnes victimes d'infractions criminelles, ainsi que les proches et les témoins, de chercher les meilleures pratiques d'intervention en victimologie, les mettre en commun, en favoriser l'harmonisation, les faire connaître et faire valoir l'expertise des CAVAC et de soutenir le déploiement des services à l'échelle provinciale. On vise une forme d'uniformité. Les CAVAC en soi, c'est 17 CAVAC qui sont distincts. La mission des CAVAC, c'est d'offrir des services qui sont gratuits, confidentiels aux personnes victimes, aux proches et aux témoins d'une infraction criminelle, peu importe la nature du crime. Et c'est important de préciser que le crime ait ou non été dénoncé à la police. On a près de 200 portes d'entrée partout en province, en plus des bureaux, points de service un peu partout. On est dans tous les palais de justice du Québec. On est aussi dans plusieurs postes de police, autant municipaux que provinciaux. Nos différents services d'information proactifs nous permettent de rejoindre un très grand nombre de personnes victimes par année. Ces personnes-là vont pouvoir bénéficier d'un suivi psychosocial, post-traumatique, d'accompagnement dans les différentes démarches que occasionnent une victimisation, de préparer à rendre témoignage, tout simplement d'être informés sur le processus et les droits recours dans ce dédale qui est le système de justice. Les services sont offerts par des équipes d'intervenants constituées principalement de travailleurs sociaux, criminologues, sexologues, psychoéducation. C'est environ 450 personnes qui œuvrent quotidiennement pour la mission des CAVAC. Les CAVAC aussi, je pense que c'est important de le mentionner, on ne cesse d'innover afin de répondre plus spécifiquement aux besoins des personnes victimes. Donc, on a mis en place des meilleures pratiques, notamment avec le programme Témoins enfants, l'équipe d'intervention dédiée en exploitation sexuelle, le programme de soutien pour les proches de victimes d'exploitation sexuelle. Et c'est sûr, notre rôle là, quand même important dans le projet pilote des tribunaux spécialisés. Donc, je cède la parole à Mme Charest. Bon, merci Karine. Alors, en fait, en bref, la présentation du réseau, c'était un peu aussi pour démontrer que nos services et nos actions dépassent grandement ce qu'on appelle le processus judiciaire. C'est de façon très globale qu'on accompagne les personnes victimes. Alors, pour nous, dans nos actions quotidiennes, en fait, on voit vraiment l'impact des délais. Et le fait de participer à la table justice nous a permis quand même de discuter déjà de plusieurs préoccupations, mais on veut comme un peu les approfondir aujourd'hui. Les délais, en fait, pour essayer de vous mettre en contexte, pour une personne victime qui attend, ça veut dire pour elle d'être obligée de se rappeler, de s'assurer que les détails, elle les garde en tête. Donc, elle ne peut pas passer à autre chose parce que le système de justice lui demande de s'en rappeler. Donc, on était totalement d'accord avec la réduction des délais. Malheureusement, ce qu'on a vu avec l'arrêt Jordan, c'est un effet un peu pervers auquel on n'avait pas pensé, mais qui fait que parfois, avec l'arrêt Jordan, quand des procédures sont arrêtées, bien, ce que ça fait, c'est que la personne victime, elle a non seulement gardé en tête, elle a
travailler fort à s'assurer de rester un bon témoin et un bon acteur du système judiciaire, mais elle ne peut pas terminer, elle ne peut pas finaliser son processus parce que, bon, je pense que je n'ai pas besoin d'en parler longtemps, ça prend beaucoup de courage de porter plainte et le fait de se retrouver en fin de processus sans avoir eu la possibilité de voir l'agresseur ou l'auteur de l'agression reconnu coupable ou non, parce que parfois, on va voir que le fait de se présenter dans le système de justice permet aux personnes victimes de reprendre un certain pouvoir, sauf que quand il y a un arrêt des procédures, ce qu'on constate, c'est que ce pouvoir-là, elles le perdent. Elles ont un sentiment de perte qui est quand même important. Alors, je vous dirais que ce sentiment d'injustice-là, de boucle jamais fermée, a un impact direct sur leur établissement. On constate malheureusement que certaines personnes vont rester prises avec ça et c'est plus de l'amertume. Et cette amertume-là, elle s'élargit à la société, en fait. On dépasse le système de justice parce que, d'une part, ça a un impact sur le public parce que c'est souvent c'est malheureusement souvent bien je cherche le mot, désolée, connu, en fait, quand il y a Médiatisé. médiatisé. Merci. Ah, c'est pour ça que je ne suis pas la coordonnatrice et porte-parole. Et en fait, ce volet-là a une influence sur la confiance du public et ça a aussi une influence sur notre travail. Parce qu'en fait, c'est nous qui, dans notre façon de tenter d'accompagner les personnes victimes, devons travailler avec cet élément-là pour essayer de leur ramener le pouvoir qu'elles ont, mais je vous dirais que c'est très, très difficile. Puis ce qu'on constate, en fait, quand on parle de confiance, c'est que ça a un impact direct sur la capacité de dénoncer. Les gens ne veulent plus dénoncer. Donc, suite à un arrêt Jordan qui est médiatisé, ce qu'on voit, c'est que les personnes ne veulent plus le faire. Hein? On le constate tous les jours. En ce qui concerne le projet de loi, en fait, d'entrée de jeu, on veut le saluer. Hein, on trouve que c'est une autre avancée qui va beaucoup dans le sens de tout ce qui a été mis en place dans les dernières années. Il y a différentes mesures qui ont été là pour faire avancer les choses. Et le projet de loi permet en fait d'aller chercher encore plus d'outils pour continuer d'être, je vous dirais, socialement parlant, là pour les personnes victimes, les soutenir et les amener à reconnaître que même si elles ne sont pas une partie officielle dans le système de justice, elles sont reconnues, elles sont entendues. Le bout entendu fait partie des droits de la charte des canadiennes des personnes victimes et c'est hyper important dans le fond. Alors, le réseau des CAVAC que Karine vous a présenté est en majorité financé par le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels. Alors, c'est clair que pour l'article 1, nous, on le salue parce que ce qu'on constate régulièrement, c'est qu'actuellement, les mesures qui ont été mises en place pour faire connaître les services d'aide fonctionnent très, très bien. On en est content. Sauf que ce que ça apporte aussi comme enjeu, c'est une augmentation des demandes et une augmentation de délais. Et ça, les délais, je vous dirais pour tous les intervenants, en fait, dans les CAVAC, c'est un peu terrible. Parce que quand on sait qu'on peut prendre une semaine avant de rappeler quelqu'un ou que ça peut prendre de 2 à 6 mois avant d'avoir un service d'aide, un accompagnement et un suivi psychosocial, ce n'est pas la meilleure façon d'offrir des services auprès de personnes qui viennent de vivre un crime qui est quand même assez dévastateur. Alors, le fait de vouloir trouver de nouvelles façons et d'améliorer le financement du FAVAC, pour nous, c'est très positif parce que justement, ça va faire en sorte qu'on va être en mesure de continuer de développer, un peu comme Karine le disait, on cherche des moyens toujours le plus adéquats pour répondre aux besoins. Les services des CAVAC visent à être personnalisés. Alors, quand on a trop de demandes, malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça crée des détresses chez les personnes victimes et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, pour nous, l'article 1 est excellent parce que justement, on voit que ça va continuer d'apporter au Québec la vision de précurseur dans l'aide aux victimes. Hein. Le réseau des CAVAC est parfois allé dans d'autres pays et je vous dirais que le fait de financer à même le fonds d'aide, à même
différents volets liés à la criminalité, fait en sorte que c'est une mesure qui démontre en fait que les personnes victimes, même si elles ne sont pas un acteur officiel, sont reconnues par notre système de justice, sont reconnues par notre gouvernement. Alors, pour nous, c'est une mesure qui va aider à répondre à des besoins essentiels parce que malheureusement, puis je suis vraiment triste de vous dire ça, ce n'est pas vrai qu'actuellement on est capable de répondre à tous les besoins des personnes victimes. Et ça, c'est souvent parce que plus de gens demandent de l'aide, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, le fait d'augmenter le financement du FAVAC, pour nous, bien, ça veut dire nous donner les moyens de continuer d'offrir les meilleurs services possibles. Nous et d'autres services d'aide aux victimes, parce que le FAVAC finance quand même plusieurs services d'aide qui sont tous, je dirais, essentiels et importants. Merci beaucoup. Ça va très vite. Alors, on va débuter avec la période d'échange et puis vous en prendre, il reste encore du temps. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Parfait. Madame Charret, Madame McDonald, merci beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui pour la consultation. Écoutez, merci pour votre mémoire. Merci également pour votre participation à la table de justice. Je pense que ça a été éclairant. Puis, je souhaite vous remercier également du travail que vous faites, que vos intervenants et intervenantes font à la grandeur du réseau. Depuis que je suis ministre de la Justice, je me suis promené dans quelques palais de justice. J'ai rencontré plusieurs personnes qui travaillent pour les CAVAC, puis je dois dire qu'à toutes les fois, je rencontre des personnes qui sont passionnées, qui sont dédiées à leur travail, qui ont la volonté d'accompagner les gens qui sont dans des situations difficiles, de vulnérabilité, qui sont souvent désorientés quand ils arrivent au palais de justice. Alors, chapeau pour le travail que vous faites. C'est un travail extrêmement important. Puis, honnêtement, on est chanceux de pouvoir compter sur la qualité de vos employés, des gens qui travaillent pour vous, du réseau des CAVAC aussi, puis vous êtes toujours également en mode solution. Alors, je pense que c'est grandement apprécié, votre contribution. Puis, vous avez raison de dire que c'est important, les victimes dans le système de justice. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est de les mettre au centre du processus pour voir à quel point, parfois, elles n'ont pas été considérées, elles n'ont pas été mises au centre du processus durant les années. Puis même, écoutez, on avait le témoignage de Maître Michaud tout à l'heure qui disait, moi, en 2011, j'étais là, puis je prenais pas le temps de rencontrer les victimes, ou si j'avais le temps, j'essayais, voyez-vous. On amène ce changement de culture-là dans le système de justice, la poursuite verticale en matière de violence sexuelle, violence conjugale. On déploie les ressources à travers le tribunal spécialisé. Je suis d'accord, c'est pas parfait, mais on est en train de s'ajuster pour arriver partout en 2026. Les lieux également, on essaie de faire en sorte que les locaux des CAVAC, notamment, soient plus accueillants, plus accessibles. Ça, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis, quoi de plus choquant, puis je le raconte souvent, là, quand je vais dans les palais de justice, puis je constate que des fois, le CAVAC avait le dernier local au bout du corridor devant les 2 salles d'audience en matière criminelle, puis que les victimes doivent passer à travers là, puis aller aux salles de bain après ça, à l'autre bout de la salle des pas perdus, traverser la salle. C'est complètement inacceptable, puis on est en train de travailler là-dessus pour améliorer tout ça. Sur le fonds d'aide aux victimes d'actes criminels, c'est important, vous avez raison de bien le doter. Là, on vient augmenter la contribution. Ma collègue, la vice-première ministre, également fait la même chose avec les radars photos dans le projet de loi 48 pour aller chercher des sommes. On a une difficulté à pérenniser les sommes depuis la décision sur la suramende compensatoire qui est plus obligatoire. Ça a fait beaucoup diminuer les revenus. Là, le ministre des Finances est venu combler les déficits par rapport au fonds, mais effectivement, on cherche des sources de revenus pour bien financer les CAVAC. Autre point, je crois que vous avez soulevé dans votre mémoire, la question des pôles de comparution. On est très conscient de l'importance du suivi parce que, pour imager ça, là, je pense que vous faites référence à, supposons, quelqu'un qui est arrêté pour violence conjugale. Il passe la nuit en prison, mais la victime veut savoir, il est remis en liberté par la suite le lendemain. Pouvez-vous nous parler de ça, l'importance de ça? Bien sûr, merci de votre question. C'était l'autre partie que j'ai pas eu le temps, mais en fait, oui, pour les pôles, c'est aussi une excellente nouvelle d'augmenter les pôles et de s'assurer en fait que le plus grand nombre de personnes puissent être entendues. Mais ce qu'on constate, c'est que souvent, le temps imparti à cette information-là est sous-estimé. On évalue à peu près 45 minutes
minimum ou en tout cas de moyenne pour une intervention quand on appelle une personne victime pour l'informer du résultat de la comparution. On parle ici d'un mandat qui implique une sécurité hyper importante et qui est gros, en fait, parce que c'est une responsabilité sur les épaules de la personne qui tente de joindre une personne pour l'informer, par exemple, qu'un accusé est libéré. Vous l'avez nommé, on parle de violence conjugale ou on parle de femmes qui sont en danger. Hein. On l'a vu, il y a des féminicides, il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de cellules d'action rapide qui ont été mises en place un peu partout au Québec. Alors, ça aussi, il faut le prendre en compte quand on a à appeler une victime, quand on a à appeler une personne qui est en attente. Bien, il faut, pour le faire, avoir accès à l'information. Hein. Il y a plein de travaux qui se font actuellement, mais avant, ce que nous, on voudrait, c'est qu'avant de mettre en place différentes choses, de toujours s'assurer qu'on prend aussi en compte les services d'aide pour que les personnes soient rejointes en temps opportun et qu'on puisse, en fond, travailler tous ensemble pour faire en sorte qu'il n'y aura personne qu'on n'aura pas rejoint, qui finalement, le lendemain, va faire la une parce qu'elle a été assassinée. C'est quand même, on parle de risque homicidaire. Je vous dirais qu'on le constate régulièrement. Si je parle seulement pour Montréal, le CAVAC constate et demande des cellules d'intervention rapide régulièrement, je vous dirais presque à chaque semaine. C'est le cas aussi dans toutes les régions du Québec et ça implique d'ailleurs dans des pôles, si on a plusieurs pôles, qui va faire cette information-là? Qui va être en mesure d'attacher tous les fils pour déclencher des cellules si c'est nécessaire? Donc, on parle d'information, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et le réseau des CAVAC est très heureux là, de se voir confier ce mandat-là, mais il doit avoir les moyens de le faire. Et en fait, dans tout processus de changement, vous en avez parlé tantôt, on parle ici d'un changement de culture. Donc, il faut vraiment attacher tous les acteurs, incluant les gens dans le réseau des CAVAC, pour qu'on puisse aussi faire ce travail-là pour aider les personnes victimes qui vont, après coup, devenir des bons témoins aussi, qui vont devenir une personne qui va bien participer au processus parce que l'accompagnement, ce que ça donne comme résultat, c'est de faire en sorte que les personnes vont jusqu'au bout. Et notamment en violence conjugale, les tribunaux spécialisés, c'est un peu dans la perspective qui a été mise de l'avant, de bien accompagner pour que les personnes puissent faire valoir leurs droits. Dans le réseau des CAVAC, on parle beaucoup de promotion de besoins. Hein, on n'est pas là pour défendre des droits, mais on veut promouvoir les besoins des gens et le besoin d'information, de sécurité et de soutien au moment où une personne porte plainte ou que quelqu'un d'autre que cette personne-là a porté plainte. Parce que ça arrive fréquemment que ce n'est pas la personne elle-même qui a appelé la police. Elle doit être sécurisée et les liens doivent être faits. Donc, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on est d'accord et on veut vraiment embarquer dans ce train qu'on trouve excellent, mais c'est clair qu'on doit avoir une vision globale qui implique qu'on pense et on donne les ressources nécessaires pour le faire. Parce que c'est quelque chose de trop gros de jouer avec la sécurité des personnes victimes. Vous avez raison. Peut-être un dernier point avant de céder la parole à mes collègues. Je pense que j'ai vu dans votre mémoire, vous aviez une inquiétude par rapport à la formation des juges de paix magistrats relativement au fait qu'ils vont entendre les comparutions, les enquêtes sur mise en liberté. Déjà vous dire qu'ils doivent, lorsqu'ils soumettent leur candidature pour être juge de paix magistrat, sont assujettis à la loi 92, en fait le projet de loi 92, la loi sur le tribunal spécialisé, de prendre l'engagement de suivre les formations. Bien entendu, on va sensibiliser le Conseil de la magistrature au fait que tous les juges de paix magistrats qui vont présider ou qui a des enquêtes sur mise en liberté soient formés en matière de violence conjugale. En terminant, peut-être juste, vous nous en avez parlé, mais l'impact là, sur les personnes victimes quand il y a des arrêts des procédures ou des nollés prosécuits, puis ça ne procède pas, là, c'est extrêmement défavorable pour la dénonciation. Puis les gens voient ça dans les médias puis ils se disent « Ah, ben c'est ça, ça donne pas rien d'aller dénoncer, mon dossier ne procédera pas. » Puis c'est ce sur quoi on veut travailler, puis tous les partenaires en table de justice en sont conscients. Mais on a une obligation collective, là. Il ne faut pas que ça arrive. Il y en aura toujours, le moins possible, mais c'est le message qu'on veut envoyer, puis c'est un peu l'objectif du projet de loi 54. Mais je ne fais pas plus de commentaires, je laisse la parole à mes collègues.
beaucoup, M. le ministre. Madame la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Oui, merci beaucoup de votre présence. J'ai apprécié ce que mon collègue ministre a dit. Effectivement, il faut être créatif pour trouver des sous ces temps-ci. Mais justement, l'augmentation du fonds d'aide, de quelle manière est-ce que ça pourrait concrètement vous donner des outils pour mieux soutenir les victimes? Est-ce que vous avez déjà quelque chose en tête? Est-ce que c'était quelque chose de souhaité? J'imagine que oui. Là, on veut toujours plus de sous. Mais en fait, on voit et on constate l'augmentation. Hein. Quand on parlait, les mesures qui ont été mises en place pour changer la culture, pour bien informer la population sur les services d'aide, elles fonctionnent. Il y a eu plusieurs enjeux sociaux aussi, les féminicides, le mois aussi. On a constaté différentes choses qui font que les gens vont plus vers les ressources d'aide. Avant, on avait le défi de faire valoir qu'il existe des services d'aide au Québec parce que combien de fois on a entendu il n'y a pas d'aide et le fait d'envoyer ce message-là fait en sorte que les gens restent isolés. Alors maintenant, on pense que ça va de mieux en mieux. Les gens nous connaissent, les gens connaissent les autres services d'aide également et ça augmente les demandes. Donc, qui finalement paye au bout du compte si les demandes augmentent et que les ressources ne sont pas là, ce sont malheureusement les personnes victimes elles-mêmes, mais également nos intervenants. Parce que de dire à quelqu'un, on va pouvoir vous rappeler dans 2 mois pour vous donner un rendez-vous, c'est épouvantable parce que c'est de la gestion de détresse tous les jours. Et c'est la même chose chez les personnes qui travaillent auprès des personnes victimes. La vision, c'est la proactivité. La vision, c'est une intervention rapide parce que ce qu'on constate, c'est que quand on fait ça, ça fait toute la différence pour atténuer, en fait, les conséquences du crime. L'objectif et la mission des CAVAC, c'est de travailler, d'agir pour tenter d'atténuer au maximum et d'accompagner dans le processus judiciaire. Parce que d'accompagner une personne, ça fait en sorte que justement le processus, même s'il n'est pas parfait, même si ce n'est pas facile, peut devenir une source de réalisation personnelle. Combien de personnes victimes on voit sortir de la cour la tête haute d'avoir réussi? Un arrêt Jordan, c'est complètement la différence. C'est la personne sort avec une colère extrême, souvent, parce que là, on vient de lui enlever du pouvoir sur sa vie, alors qu'elle pensait et elle croyait dans le système. Parce que quelqu'un qui va vers le système, qui est accompagné, le comprend mieux et est prêt à investir. Donc, il y a ce volet-là. Alors, augmenter le FAVAC, ça veut dire que quand on évalue les besoins, on est en mesure d'y répondre. Parce qu'actuellement, on est en mesure d'évaluer les besoins. On a eu quand même beaucoup de soutien. On ne dit pas qu'il n'y a pas rien qui se passe, sauf que on estime que les besoins vont aller en augmentant. Le tribunal spécialisé, ce que ça fait, c'est que ça montre que ça peut marcher. Alors, quand ça peut marcher, les gens vont vers les services. Alors, les gens dans les services veulent avoir les moyens de le faire. Et d'augmenter le FAVAC, mais c'est ce que ça fait. En fait, le financement, malheureusement, on parle souvent du nerf de la guerre. Je pense que Karine l'a nommé, on est très créatif, mais en fait, on a le souci de dire que malgré notre bonne volonté, on n'y arrive pas toujours. Et ça, je vous dirais qu'on le dit avec un déchirement, là, parce que les gens qui travaillent dans les CAVAC, c'est des personnes dévouées. On dit souvent que les personnes ont le CAVAC tatoué sur le cœur et c'est vraiment ce qu'on constate, là. Donc oui, augmenter le financement ou trouver d'autres sources et ça permet aussi de dire, bien, c'est vrai qu'on croit dans le rétablissement des personnes victimes. C'est vrai qu'on croit dans les services qui sont professionnels, qui existent depuis 35 ans et qui, là, sont de plus en plus connus. Alors, c'est ce que ça va faire. Ça va nous permettre d'offrir encore plus de services. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le député de Saint-Jean, pour 3 minutes 40 secondes. Oui, Monsieur le Président. Merci de suivre mon chronomètre comme ça. Bonjour, mesdames, Madame Charret, Madame McDonald. Je veux juste revenir, Madame Charret, vous avez dit tout à l'heure, voilà pourquoi c'est pas moi qui est porte-parole. Votre directrice des communications qui est à l'écran avec vous va vous le dire, vous êtes une très bonne porte-parole parce que vous êtes en train de nous parler avec des mots simples d'une réalité et d'une vérité qui n'est pas toujours facile là où vous êtes. C'est là où je veux vous amener d'ailleurs. Parce que vous avez aussi dit en commençant que vous étiez très contente de l'exercice de la table justice et je voudrais en savoir un peu plus. C'est relativement nouveau, en tout cas que vous y soyez, là, et puis qu'on réussit en séquence avec un projet de loi qui suit une table, qui passe. Et je me demandais, vous êtes probablement parmi tous ceux qui sont assis là et avec qui vous discutez, vous
vous êtes probablement les mieux placés pour être le plus proche possible de la perception du grand public. Malheureusement, le grand public qui s'approche autant que vous, bien, c'est des victimes. Alors, c'est moins drôle, là, mais vous êtes relativement neutre là-dedans. Et je me demandais, dans tout ce que vous avez entendu, dit, discuté, sans violer de secret, puis sans tirer dans la chaloupe de mon ministre, ce que vous auriez voulu avoir de plus que ce que la table justice n'a pas réussi à attacher parce qu'il y a quand même un minimum de consensus puis de gros bon sens là-dedans. Mais en fait, je pense que le fait d'inviter les services d'aide à cette table-là, ça a donné une voix aux personnes victimes. Parce que comme vous le dites, nous, on parle, on constate des choses et c'est les constats qu'on amène. Tu sais, il y a plusieurs éléments qui apparaissent nouveaux pour plusieurs, mais pour nous, ce n'est pas nouveau. C'est ce qu'on entend et ce qu'on voit dans nos bureaux depuis des années. Donc, qu'est-ce qui resterait à attacher? J'ai envie de vous dire, c'est de poursuivre dans cette vision-là parce que notre volonté, c'est de s'assurer que les services d'aide soient toujours impliqués et intégrés dans les réflexions, dans les choix de mesures et qu'on intègre. En fait, on veut faire en sorte que tout soit attaché. Et je pense que c'est ça l'objectif de la table justice. Je pense que ça doit se poursuivre parce que chacun des acteurs de la table justice est à apprendre à se connaître aussi et de pouvoir parler à des juges, de pouvoir parler avec les procureurs, de pouvoir parler avec des gens de la probation, des détentions. Ça permet de se connaître, ça permet d'amener des éléments, des exemples, comme vous le dites, pour faire avancer les choses. Et ce qu'on voit, c'est que ça donne lieu à un projet de loi, ça donne lieu à un plan d'action qui est quand même ambitieux. Et ce qu'on se dit, c'est qu'il faut vraiment que tout le monde s'assoie et comprenne la réalité de chacun pour faire en sorte que ce plan-là soit bien, soit une réussite. Mon temps est écoulé, mais je suis content de votre enthousiasme après l'exercice. J'espère que vous êtes aussi content de ce projet de loi et c'est la grâce que je nous souhaite pour la suite des choses. Merci, mesdames. Saint-Jean, M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Alors, bonjour, Mme Charest, Mme McDonald. Merci pour votre mémoire. Merci pour votre témoignage devant la Commission aujourd'hui. J'ai eu moi-même la chance d'aller rencontrer le CAVAC qui est à Drummondville, puis on a visité le palais de justice. Et effectivement, je vous confirme que vous avez là des gens enthousiastes et dévoués. Et c'est très rafraîchissant de voir ça. Si vous permettez, j'aurais quelques questions pour vous en rapport avec le mémoire que vous nous avez envoyé. À la page 9 de votre mémoire, à 6.2, vous parlez de l'article 21 du projet de loi qui va prévoir un mode de confiscation administratif afin de dégager les tribunaux de la confiscation d'un bien d'une valeur de 100 000 $. Mais vous dites un peu plus loin qu'en lien avec l'article 31, de même, ne serait-il pas pertinent de revoir le partage de ce type de biens? Pouvez-vous élaborer davantage là-dessus, s'il vous plaît? Oui. Bien, en fait, c'est une question qu'on se pose parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a à peu près 25 % des produits de la criminalité qui vont dans le fonds d'aide aux personnes victimes, le fonds d'aide aux victimes, mais le réseau des CAVAC dit toujours personne victime parce qu'avant une victime, il y a une personne. Hein, et c'est ce sur quoi on travaille. Alors, on s'est questionné en se disant, est-ce que le fait de mettre en place un nouveau projet de loi peut faire en sorte que ce soit un bon moment pour réfléchir à comment on départage les produits de la criminalité pour faire en sorte que, justement, les services d'aide aux personnes victimes soient soutenus pour mieux soutenir les personnes victimes. Tout ça, dans notre tête, c'est comme au bénéfice des personnes victimes, est-ce qu'il y aurait moyen aussi d'aller revoir cet aspect-là? Est-ce qu'on a des recommandations officielles? Non. Mais on s'est posé la question en se disant, comme ce sont des produits de la criminalité cause, les crimes causent des victimes et comme société, on veut les soutenir. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité ou une perspective de revoir ça? Je comprends que vous avez dit qu'il y a 25 % des produits de la criminalité qui vont aux victimes. Est-ce qu'il y aurait lieu d'augmenter ce pourcentage-là? Et puis, une fois que... Oui, allez-y, je vous écoute.
Mais je crois que c'est certain qu'on aimerait que ce pourcentage-là soit augmenté, mais ça demande quand même une analyse parce qu'on ne dit pas qu'il y a seulement 25 qui vont aux personnes victimes parce que des organismes qui sont financés, les services policiers, les mesures de prévention peuvent aussi avoir un impact sur les personnes victimes. Mais on est à chercher des façons de mieux soutenir l'aide aux victimes au Québec parce que l'aide aux victimes fonctionne de mieux en mieux. Alors, c'est aussi une façon. Donc, oui, s'il y a une possibilité, mais on ne dit pas de le faire sans faire une analyse préalable. Ce n'est pas du tout notre suggestion, là. Je vous remercie. L'autre élément sur lequel j'aimerais avoir quand vous pourriez partager votre expertise, et vous en avez parlé un peu avec Monsieur le ministre, mais c'est l'importance pour vous d'avoir accès à l'information, mais rapidement. Et je note qu'à la page 10 de votre mémoire, vous soulevez des problématiques en lien avec des difficultés technologiques pour avoir accès à de l'information. Est-ce que vous pouvez préciser davantage, peut-être nous donner des exemples concrets, puis avez-vous des pistes de solutions pour nous? En fait, il y a toutes sortes d'avancées technologiques qui se font actuellement. Il y a beaucoup de travaux qui se font pour améliorer les outils technologiques et du ministère de la Justice et des CAVAC et du DPCP et des greffes, mais en fait, c'est en temps opportun. On n'a pas toujours la capacité d'avoir accès à l'information et on doit voir comment mieux arrimer les choses. Et ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on doit s'assurer que ces travaux-là soient avancés pour qu'on ait l'accès. Actuellement, on n'a pas nécessairement, pas dans tous les programmes d'information, un accès direct à l'information, un accès informatique. Il y a parfois, on doit aller chercher de l'information et ça fait en sorte que c'est du temps qu'on n'a pas pour une intervention. Mais j'ai envie de dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de changements actuellement qui se passent. Il y a beaucoup de travaux qui se passent, mais on a le souci de s'assurer, avant de prendre un mandat qui va nous amener à être responsables de la sécurité de personnes victimes, d'avoir la certitude d'avoir ces accès-là. Je vous dirais que ça fait plusieurs années qu'on travaille à vouloir trouver des façons. C'est pas simple. Il y a les acteurs ont chacun leur mécanisme, leur accès à l'information. Alors, comment on les partage? Actuellement, il y a des travaux qui se font au provincial avec la Direction des poursuites criminelles et pénales, les CAVAC, le ministère de la Justice, pour voir aussi comment on peut mieux partager tout ça dans le respect des lois, mais pour le bien-être et le bénéfice des personnes victimes. Alors, avant de pouvoir faire un mandat comme celui-là, il faut qu'on soit certain d'avoir les accès parce qu'on ne les a pas toujours et on ne peut pas, s'il y a des pôles un peu partout au Québec, sans avoir l'accès rapidement, faire ce travail-là. Et en fait, on a envie de dire que quand on fait un travail, on a des professionnels, on veut s'assurer qu'on fait bien le travail parce qu'on a trop à cœur le bien-être et la sécurité des personnes victimes. Écoutez, je vous comprends, puis vous l'avez évoqué vous-même. C'est sûr, par exemple, au niveau de la Charte des droits des victimes, qui est inclus, entre autres, dans le Code criminel, là. Si quelqu'un est remis en liberté avec des conditions, bien, pour vous, ça devient hyper important d'avoir les conditions puis d'être capable d'en informer la victime puis de dialoguer avec elle. Donc, je comprends que ça, là, ce document-là, qui est hyper important, vous ne l'avez pas toujours automatiquement ou rapidement. Puis si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Mais je pense qu'il doit y avoir des liens qui se font entre les différentes structures, entre les différentes plateformes et on sent une volonté de le faire et je pense qu'on voit, je dirais, une certaine lumière au bout du tunnel parce que l'accès à l'information, c'est complexe parce que oui, il y a des éléments qu'on ne peut pas partager, il y a tu sais, chaque acteur a ses contraintes aussi et on est à travailler à faire en sorte de trouver des façons de faire pour que ça fonctionne mieux, pour qu'il y ait des ententes officielles avec chacun des acteurs. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est de savoir qu'avant
de mettre en place quelque chose, ces accès-là sont réglés. Ces travaux-là préalables soient finalisés pour que si on a à faire un mandat de cette ampleur-là, qu'on puisse le faire. Parce que si on avait un accès direct, ça ferait toute la différence. Parfois, on a accès au CIP. On peut avoir des accès, mais les informations ne sont pas toujours à jour selon les régions. Il y a plein... Et ce n'est pas un manque de volonté des acteurs, loin de là, mais c'est toutes sortes d'enjeux autres. Alors, il faut trouver des façons que l'information se communique plus facilement. Corrigez-moi si je fais erreur, mais on parlait d'un cas concret, par exemple, des conditions pour remise en liberté. Là. Bien, en vertu du code criminel, ça se fait à la cour. Le juge de paix est là, l'accusé est là, les parties sont là, puis ils remplissent un document, puis c'est public. Fait que qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas tout de suite? Bien, je comprends que dans les hôpitaux, ils ont encore des fax, là, mais dans le milieu de la justice, il y en a un peu moins. Là. Fait que pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir accès, par exemple, à la fin de la journée, là, numérisation des documents, puis, ou même un accès direct. J'ai de la misère à comprendre comment ça se fait que vous ne l'ayez pas maintenant, parce que c'est un document qui est tellement fondamental. Si quelqu'un est remis en liberté, ça arrive là, avec des conditions strictes, puis entre autres, il y a une condition de ne pas s'approcher de la victime, rencontrer la victime, être en contact avec la victime, puis là, vous avez la victime, bien, c'est fondamental, c'est votre mandat. Donc, c'est fondamental que vous ayez ça illico, rapidement, immédiatement. Fait que, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas comme ça? Parce que les documents ne sont pas nécessairement toujours déposés rapidement. Il y a plein d'éléments de réponse à votre question, en fait. Chaque région est différente aussi. Il y a des régions où les personnes arrivent à avoir l'information tout de suite. Mais quand on parle de régions à gros volume, on n'est pas du tout dans cette perspective-là parce que il y a plein d'éléments qui font en sorte que l'information n'est pas accessible au moment où elle sort. Faut trouver la façon d'aller la chercher, mais c'est justement ce qu'on essaie de faire pour avoir un accès direct. Mais il faut s'assurer que les choses sont déposées, que l'information, elle est au bon endroit. Si on parle des comparutions de fin de semaine, jours fériés ou soir, et c'est un peu nos préoccupations, on veut s'assurer qu'on va l'avoir, l'information, et très rapidement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Monsieur le député de Saint-Anne. Merci beaucoup et merci pour votre travail au quotidien, évidemment. Merci pour ce que vous faites pour les personnes victimes. C'est essentiel. Je reviens sur un point. À 6.2, là, vous nous parlez d'une préoccupation relative à la santé financière du FAVAC. Vous en avez parlé aussi dans votre témoignage. J'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus. Vous dites qu'il y a une augmentation des délais des demandes. On n'est pas capable de répondre à tous les besoins. Monsieur le ministre vous a dit qu'il cherchait des sources de revenus. Est-ce que vous demeurez inquiète quand même? Est-ce qu'aujourd'hui, le message que vous me dites, c'est faites attention, il y a un risque ici? Hein? Le message qu'on vous dit, c'est oui, ce projet de loi est excellent parce qu'il cherche des solutions. En fait, ce qu'on constate, c'est que le ministre cherche des solutions en déposant un projet de loi comme celui-là. Nous, on le salue vraiment parce que cette problématique-là des suramendes qui a fait baisser les fonds est très problématique parce qu'en fait, on doit dire que les financements de base n'ont pas diminué, mais ce qu'on constate, c'est que la demande augmente. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'augmentation. On ne dit pas que le financement n'a pas été augmenté, n'a pas été revu ou ne répond pas entièrement. C'est que ce qu'on constate, c'est que les augmentations de demande font en sorte que malgré le fait qu'on est soutenu, maintenant, on n'arrive plus à faire exactement ce qu'on voudrait faire dans un service de qualité, comme on le sait, va faire la différence. On continue quand même d'offrir des services, on continue de trouver toutes sortes de façons. Alors oui, ce financement-là, il est important, mais il y a également de voir est-ce que d'autres financements pourraient être possibles. Le fonds d'aide, s'il n'est plus suffisant, on ne voudrait pas, dans quelques années, se retrouver qu'il n'y a plus d'argent, on n'offre plus de services d'aide alors que ça fait 35 ans qu'il y a une expertise et qu'il y a plusieurs autres services qui existent. Là, on parle des CAVAC aujourd'hui parce qu'on parle de notre réalité, mais on le constate aussi, là, les autres ressources aussi se retrouvent un peu débordées. Et le terme liste d'attente n'était pas un terme qu'on entendait. Je suis là depuis plusieurs années, Karine encore plus que moi. Et liste d'attente, Karine, on n'avait jamais vu ça avant.
Non, c'est nouveau de près 6-8 ans, je crois. Mais moi, ça fait 20 ans que je suis dans le réseau. On peut offrir des services très rapidement aux personnes victimes. Puis on le sait, la recherche le dit, si la personne réussit à recevoir des services dans moins d'un mois suite à l'acte criminel, il va avoir beaucoup moins de chances qu'elle développe un stress post-traumatique, ce qu'on n'est pas en mesure de faire en ce moment. Donc, c'est quand on parle de services de qualité, c'est ça qu'on n'est plus capable de faire. Donc, en ayant plus de ressources, plus de financement, on sera en mesure d'offrir un très bon service. Monsieur le député, oui. Tant je vous laisse sur un deuxième point. Pour l'article 37, puis l'élargissement de la compétence des juges, vous parlez d'enjeux de sécurité majeurs. J'aimerais ça vous entendre sur c'est quoi les enjeux de sécurité majeurs. En quelques secondes, le temps file. Merci. Parfait. En fait, de ne pas informer une personne de la libération d'un auteur de violence ou de violence sexuelle ou violence conjugale, entre autres, mais ça peut se terminer par un décès, si vous voulez que je sois très courte, ou par le fait que la personne va être victimisée à nouveau. Et la personne qui est en attente doit avoir... Le travail qu'on doit faire comme intervenant, comme service d'aide, c'est d'assurer la sécurité de cette personne-là, de mettre autour d'elle un filet de sécurité. Je dis « elle » parce qu'on parle des personnes victimes, c'est en majorité des femmes, mais autour d'eux, je devrais plutôt dire, là, eux et elles. Et ne pas le faire, c'est comme un peu garder la personne isolée. Je vous dirais, j'ai déjà... Mme Charest. Désolé, je dois céder la parole à la députée de Vaudreuil. Madame la députée de Vaudreuil, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, à mon tour, mesdames, de vous réitérer l'importance de la CAVAC, du CAVAC, du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. J'ai travaillé avec la CAVAC en tant qu'avocate en droit familial pendant de nombreuses années. Maintenant, comme députée, bien évidemment, on les réfère aussi, on les réfère chez vous. Votre mission de servir gratuitement et confidentiellement là, les citoyens dans le besoin est un service essentiel. Donc, comme mes collègues, je vous réitère que vous faites un excellent travail. Vous le transmettrez à l'ensemble des gens qui vous entourent. Je reviens rapidement aussi sur les enjeux de sécurité dont vous parliez. On les comprend. Puis vous en parlez aussi là, dans l'article 37, vous en avez parlé aussi à mes collègues. Dans le fond, ce qu'on comprend, le défi, c'est de relayer l'information, en fait que l'information vous revienne. Est-ce que vous n'avez pas concrètement une idée à soumettre, parce que vous dites que le ministre travaille justement dans ce sens-là, vous n'avez pas une idée à soumettre concrètement, un moyen de notification justement pour aider les victimes, ou parce que vous allez le dire aux victimes, en fait, à ceux avec qui vous travaillez, un moyen de notification rapide? Oui, il y a différentes mesures qui sont à se mettre en place. Oui, justement, que la notification entre rapidement, que on a parlé des conditions, qu'on les reçoive rapidement, qu'il y ait des liens directs. Je m'excuse de vous interrompre, mais présentement, vous recevez la notification, vous êtes informé d'environ quel délai? Ça dépend des régions. En fait, ça dépend des régions et la problématique, elle est souvent liée au volume. Mais on parlait de créativité, hein? Chaque région trouve aussi des modes pour être encore plus créatif, pour avoir accès à l'information. Puis le fait d'avoir de très bons liens avec les acteurs judiciaires nous permet d'avoir l'information. On est en lien avec les procureurs de façon quotidienne et on peut l'avoir, l'information. Parfois, on doit aller la chercher pour toutes sortes de raisons. Le greffe va mettre l'information, mais elle n'est pas nécessairement à jour le jour même. Donc, quand on parle de sécurité maximale, ou en tout cas d'une personne qui est en danger, c'est là où on a beaucoup de craintes. Et parfois, il y a des régions où on n'est pas en mesure de le faire le jour même ou les jours suivants. Ça peut aller quelques jours avant qu'on puisse informer une personne de ce qui se passe. On parlait tantôt de c'est quoi les impacts. On a déjà eu une personne qui avait été victime de violences sexuelles qui a rencontré son agresseur à l'épicerie. Cette personne-là a été en état de stress post-traumatique. Tout est revenu. Ouais. Et c'est un peu... on repart toute l'intervention qui avait été faite et son sentiment de confiance, il était nul parce qu'on n'avait pas réussi à rejoindre cette personne-là. C'était pas parce qu'on n'avait pas eu accès à l'information. Il y avait des éléments autres, mais ça nous montre à quel point c'est pas banal. Non, de ne pas informer quelqu'un. Définitivement, il faut trouver une solution, il faut faire mieux. Merci. Merci beaucoup. Donc, Mme Charest, Mme McDonald, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très apprécié. Puis à mon tour,
Puis j'aurais un paquet de témoignages à vous donner, mais merci pour le travail des CAVAC au Québec. Vous faites un travail merveilleux. Merci beaucoup. Alors, cela dit, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15h50. Merci. À tantôt.